Bonjour à tous, sans concession reste à Metz. Cette fois, on est dans la concession SEH KTM et chez KTM, on va parler de sport évidemment avec du Dakar, avec un pilote du Dakar. On va parler de sport, de MotoGP avec l'arrivée de Tech 3 chez KTM et puis un grand débat sur l'état catastrophique des routes après notre sondage. Venez avec moi. Nous sommes donc chez KTM au cœur de cette concession Orange. Gilles Sliwinski, merci de nous accueillir. Tu fais partie, toi tu es le patron du groupe SEH. Bonjour David et bienvenue. En effet, je suis le patron, comme tu le dis, de SEH qui regroupe donc les marques KTM, Ducati et Harley-Davidson à Metz, en Moselle. Et avec nous, le responsable de la concession KTM, de l'espace KTM, avec nous Patrick. Bonjour. Bonjour David. Donc tu t'occupes de KTM depuis combien de temps ? Ça va faire 17 ans, 18 ans maintenant, je veux dire voilà, 18 ans que je suis chez KTM, donc dans l'équipe de Gilles donc, et Sophie, donc voilà. On est également avec Eric Sélis, comme chaque semaine. Salut Eric. Salut David, moi ça fait pas 18 ans que je suis chez Sans Concession, mais on en reparlera dans 18 ans. Mais il y a 18 ans, on travaillait ensemble par contre. Exactement. Chez Moto Revue. Exactement, je t'ai vu arriver. Je t'ai vu partir aussi. Et voilà, je suis parti aussi. Donc cette concession KTM, Patrick, quel est le modèle qui est le plus vendu de KTM ici ? Actuellement, c'est vrai que la Super Duke 1290 fait des ravages, hein, donc en tout cas chez nous. Donc je trouve que voilà, on a un réel plaisir à vendre cette moto parce que effectivement, elle correspond bien à nos clients KTM. Et donc voilà, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de vendre cette moto parce que les clients reviennent avec le sourire, la banane, donc tellement ils se font plaisir. Donc voilà, on vend également de la petite 125 également, oui. Pour amener nos clients à franchir le cap dans la grande famille KTM, quoi. Voilà. La stratégie de KTM, Patrick, avec ce slogan « Ready to Race », alors que c'est beaucoup plus varié que ça, finalement, cette marque. Oui, mais je pense que KTM a décidé quand même d'accentuer sur le côté sportif de la marque, donc pour voilà, se diversifier un petit peu et puis se démarquer de nos concurrents, je dirais. Donc du coup, voilà, je pense que c'est des clients qui aiment bien rentrer effectivement dans le côté sportif de la marque et voilà. Donc, Aujourd'hui, le côté off-road, puisque KTM c'est quand même aussi une grosse marque et une grosse identité off-road avec l'enduro et le cross, ça représente quoi dans le mix des ventes maintenant ? Est-ce qu'on a vraiment, vous avez plus basculé du côté des routières de la gamme ou ça reste encore un gros volume le off-road ? on a encore un certain volume, mais petit à petit, on se dirige vers voilà, un basculement de KTM vers la route, forcément. Donc, dans les 2-3 prochaines années, effectivement, donc, on a des beaux modèles de route qui vont arriver. Ils ne délaissent pas. Lesquels Vous aurez la surprise le 29 mars. Donc, Gilles, l'agencement de ce groupe SEH, tu as Harley-Davidson, KTM, Ducati, tu vas du plus routier au plus sportif. Finalement, KTM est un peu entre les deux, c'est un peu une transition entre les deux mondes. Ouais David, moi je vois ces trois marques-là liées par la passion. C'est vrai qu'il y a une transition du pur custom à l'hypersport avec la Panigale V4. Mais la liberté, elle est aussi en enduro ou en cross par exemple, et elle est aussi avec des magnifiques roadsters. Patrick disait Super Duke ou Duke GT. Et moi-même, je pilote une 1290 Adventure et je prends vraiment un panard là-dessus extra. Alors l'Adventure, tu la roules aussi en off-road justement un petit peu, tu sors un peu des sentiers battus ou pas ? Alors il m'est arrivé de faire un ou deux tests en Espagne ou sur des îles espagnoles où on a fait un petit peu de off-road, mais je t'avoue que je préfère rouler sur du bitume. Moto électrique, KTM fait une moto électrique et ça fait longtemps. Il y a plusieurs années, j'essayais une moto électrique à Matigofen au siège de KTM. Alors il y avait c'était un déluge, donc j'ai pas trop apprécié, j'ai presque flippé de me faire électrocuter. Mais
Est-ce que tu m'autoriserais à faire quelques tours de roue avec une KTM électrique? David, avec beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, on a préparé les batteries chargées à fond pour que tu puisses rouler autant de temps que tu veux. Alors on reviendra sur cette problématique électrique. En tout cas, KTM, ça fait vraiment longtemps qu'il travaille sur les batteries notamment. Ouais, je crois que c'est l'une des marques qui a été la première à enclencher ce phénomène électrique. Mais surtout, c'est une des marques qui a le souci de l'intégration. C'est-à-dire quand on regarde une KTM, tu en parlais il y a plusieurs années, la première KTM qui est sortie électrique, c'était une moto. C'était pas une batterie roulante comme on a pu avoir avec les zéros par exemple. Et ça, je pense que c'est vraiment le point fort de la marque. Et quand on voit aujourd'hui les réalisations que KTM a effectuées, c'est vraiment incroyable au niveau de l'intégration. Et ça, je pense que c'est vraiment un point fort. Enfin, je ne sais pas comment c'est perçu par vos clients, si vous avez déjà une demande sur ce type de véhicule, mais clairement, le travail qui a été réalisé est vraiment incroyable. Oui, tout à fait. C'est vrai que la freeride, dès sa sortie, a surpris pas mal de monde parce qu'effectivement, on pouvait comparer ça à une moto d'enduro avec un plaisir de conduite tout en conservant effectivement une bonne partie cycle qui était important pour ce type de moto. Et donc, voilà, on l'a fait découvrir avec beaucoup de plaisir et les gens sont assez satisfaits de ce type de moto. Et voilà. Alors, nous, on a essayé une moto pas du tout électrique, une KTM 1290 Super Duke GT. Elle est appréciée par les clients, Patrick, ici? Oui, c'est une alternative entre la 1290 Super Duke et l'Adventure. Donc voilà, je pense que c'est un produit c'est une petite niche, mais c'est une moto qui effectivement qui apporte un plaisir entre le roadster et le gros trail, quoi. Merci. On va découvrir tout de suite l'essai de la 1290 GT sur les routes des environs de Séville. On regarde ça. On a pu tester donc cette 1290 GT, sortie en 2016, 2 ans après le Roadster dont elle tire son incroyable moteur de 1301 cm3, le fameux LC8 qui équipe la 1290 Super Duke, un monstre de 180 chevaux. Celle-ci, la 1290 GT, ne fait que 173 chevaux, ce qui est déjà énorme, 14,4 décanewton-mètres de couple, et puis un poids en action qui n'est pas si élevé que ça pour une moto qui se dénomme GT 228 kg tout plein fait. C'est une véritable moto hybride, c'est-à-dire qu'elle a tous les attributs d'une moto plus ou moins sportive, exactement dans l'ADN de KTM, c'est-à-dire avec un pack électronique très conséquent, un shifter de série pour monter les vitesses, mais également pour les descendre. Donc beaucoup d'équipements électroniques avec un régulateur de vitesse, un éclairage progressif, des poignées chauffantes, ça c'est pour le côté GT, et puis l'anti-patinage, le capteur d'angle, ça c'est pour le côté un peu plus sport, les suspensions semi-actives également signées WP puisque la marque de suspension appartient à KTM, WP. Ces suspensions électroniques semi-actives comportent un mode sport, un mode street, un mode confort, donc on peut les sélectionner au guidon assez facilement. Le pack électronique de cette KTM 1290 GT offre un maximum de possibilités. Ce qu'on a moins aimé, c'est les vibrations, le bruit du moteur un petit peu casserole, et puis évidemment les aptitudes au voyage qui sont un peu limitées avec l'autonomie, la protection. Bon, c'est une voyageuse sportive. En tout cas, on a adoré les routes sinueuses des environs de Séville au guidon de cette 1290 GT. La GT, c'est une des versions de 1290. On parle de préparation beaucoup, vous en faites beaucoup des préparations. Vous avez préparé une Super Duke tout court. Patrick, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. On a préparé, on a déjà préparé pas mal de modèles, mais effectivement, là, cette année, on a préparé une Super Duke, donc avec effectivement une bonne partie des accessoires du catalogue Power Parts et effectivement une peinture réalisée par un peintre donc de la région, Buddy's Paint. Chaque fois qu'on fait une préparation, on essaie de garder
un modèle exemplaire unique, donc pour pas faire des séries. Et donc voilà, et le client qui possède cette moto, il est content d'avoir une série spéciale, quoi. Donc C'est pas une bonne chose, par exemple, qu'il y ait un pendant chez KTM à la Yamaha R1, à la Suzuki GSX-R, à la Honda CBR, à la ZX10. Oui, bah, ça permettra de pouvoir. Ça permettra. Un indice. Et On va dire, c'est vrai que bon, voilà, le MotoGP donc travaille dessus, hein, forcément. Donc du coup, dans les années à venir, effectivement, on aura certainement une hypersport qui va sortir. Donc voilà, donc effectivement, Alors c'est notre on a un premier team qui va travailler pour ça. Donc C'est top et c'est notre premier top. On passe tout de suite à la rubrique des tops et des flops. Le premier top, ça concerne indirectement la marque KTM puisque c'est Husqvarna qui fait partie du groupe de Stéphane Pierreur, le grand patron de KTM, avec la présentation des Wittpilen. Je vais essayer de le prononcer correctement. Wittpilen 701 et Svartpilen 401, bientôt à l'essai, lors de la Sunday Ride Classic au Castellet. C'est des modèles un peu d'exposition et on est ravis de voir que ça sort. Il y a eu une présentation très officielle et puis ces motos, on a hâte de rouler dessus. Qu'est-ce que tu en penses toi, Eric ? De toute façon, le fait d'avoir des nouveaux modèles, ça ne peut être que bien. On parle dans l'univers général de la moto. Après, Husqvarna se diversifie. On leur souhaite d'avoir le même succès que la maison mère, que KTM. Maintenant, reste à voir les qualités intrinsèques des motos. Autre top, un circuit enfin pour Vincent Philippe. On est dans le Grand Est. Vincent Philippe, on le sait, est franc-comtois. Et Vincent Philippe devait avoir un circuit en Haute-Saône. Ça a été annulé pour des revendications écologistes. Cette fois, c'est bien parti. Vincent Philippe, le pilote officiel du Suzuki Endurance Racing Team, décuple champion du monde d'endurance, aura son circuit. Et on s'en réjouit. On passe au flop avec... on parlait de la présentation du Michelin Road 5. Alors c'est un mini flop, mais disons que par mesure de précaution, pour la première fois lors d'un essai presse, on a dû souffler dans un alcotest, tenez-vous bien, avant de prendre le guidon des motos. C'est nouveau, pourquoi pas, ça ne nous a pas gênés. On était tous à zéro. Ça aurait été mieux de souffler dans les pneus, mais, mais bon. Bon, au passage, ça a tordu le cou à une mauvaise réputation des journalistes. Il faut dire qu'il était 8h du matin. Donc... Ah oui, ça aurait dû être fait en Russie. Là, il y aurait peut-être eu des résultats différents, mais ouais, c'est un peu surprenant. Maintenant, je pense que après, il y a peut-être des questions d'assurance derrière. Faudrait peut-être demander ça à Michelin, mais ouais, c'est un peu surprenant et peut-être un petit peu surfait. Ouais. Gonflé, exactement. Patrick a trouvé le mot. C'était gonflé, voilà, exactement. En tout cas, bon, c'était plutôt sympathique au final. Un flop plus difficile, le rappel des KTM 690 Duke et R, remplacement du tubulure de remplissage de réservoir, incluant le joint d'étanchéité et le joint de la jauge. C'est remplacé gratuit, ça, Patrick ? oui, bien sûr, les interventions sont gratuites, hein, totalement. Donc voilà, bon, ça fait partie des choses qu'il faut établir. Donc voilà, il y a un rappel qui se fait. Donc voilà, aucun problème là-dessus. Il y avait eu un précédent rappel sur, c'était le mètre cylindre sur les 1290 Super Duke R et GT. KTM produit beaucoup en fait. C'est peut-être un peu l'explication de cette urgence, quoi. Effectivement, ils produisent beaucoup. Malheureusement, des fois, les sous-traitants ne peuvent pas arriver à suivre aussi. Donc des fois, il y a des retards de production et ça, c'est un peu le problème. Moi, je trouve que tous les constructeurs font des rappels de sécurité. On parle beaucoup de Brembo et Brembo c'est un constructeur à part entière, c'est pas ni KTM ni Ducati. Et moi j'ai toujours pris les rappels comme une marque de qualité du constructeur. Donc oui, je préfère accueillir mes clients et leur dire vous voyez, vous avez acheté une moto, mais on va vous la rendre encore mieux qu'avant. Et ça fait partie du premium. Pour moi. Ouais, je pense qu'on est vraiment dans la communication et quelque part dans le marketing. Ce que dit Gilles, c'est à demi-mot, c'est ça. C'est pas spécifique à une marque, mais ça entretient le relationnel parce qu'aujourd'hui les motos sont de plus en plus fiables et à la limite le client, s'il respecte son plan d'entretien, c'est 12 000, 15 000 km dans l'absolu avant de le revoir en concession. Mais Eric, on est bien d'accord, c'est pas commandé ça. Non, mais bien sûr. À volontaire, quoi. Bien sûr. On ne laisse pas une moto sortir avec un défaut connu pour la rappeler 6 mois après pour dire, vous voyez, on s'occupe de vous. C'est pas ça que je veux dire. Mais il y a quand même un travail de marketing et de relationnel entre le client et le concessionnaire.
Nous sommes chez KTM et la rubrique Garage Prod concerne une KTM, une 690, plus exactement un monocylindre très expressif, et c'est le préparateur californien Roland Sands qui s'est attelé à faire un superbe dirt tracker à partir de la base de ce 690 KTM. Alors le monocylindre est très expressif. Roland Sands a confié que quand il l'a vu arriver en version street bike, il n'a pas pu s'empêcher d'imaginer ce dirt tracker sur lequel il a fait faire un superbe réservoir par ses ateliers RSD, Roland Sands Design, les célèbres ateliers Roland Sands Design. Alors il travaille tous les métaux, l'aluminium en particulier pour le magnifique réservoir, et puis le cadre, les tubes de cadre ont été refaits, ainsi que le bras oscillant, les superbes jantes. Alors conformément à ses habitudes, Roland Sands a fait refaire l'arrière de selle. Il a travaillé également le bras oscillant avec tous les outils, les roues anglaises et tous les outils destinés à travailler le métal. Raptor Titanium s'est occupé de tous les éléments taillés dans la masse, une superbe coque arrière et puis le réservoir réalisé par Racetech pour dessiner une machine de dirt track influencée par le motocross. Et puis Roland Sands ne fait pas des machines de salon, Roland Sands fait des machines pour rouler véritablement, pour s'éclater sur une piste de dirt track. Des roues allégées sur des pneus de flat track et des systèmes de frein PM Brakes à l'arrière, mais également à l'avant, même si le dirt track se passe de frein avant. Et on imagine très bien le petit mono 690 KTM s'exprimer au mieux sur cette piste en terre, mettre tout en travers. Cette prépa n'est pas toute neuve, elle remonte à 2014, mais elle nous a véritablement tapé dans l'œil. On est chez KTM, évidemment. On va parler de sport pour la marque Ready to Race avec Michel Turcot qui veut nous parler de l'implication de KTM en MotoGP. Vous rêvez de visiter Tokyo, le musée Suzuki d'Hamamatsu et d'assister au prochain Grand Prix à Motegi au sein du team Suzuki X-Star? C'est possible dès maintenant et jusqu'au 21 mars en jouant et en gagnant au jeu Suzuki Spring Break sur le site suzukitimes.com. On est chez KTM, la marque Ready to Race. On parle de sport, évidemment, avec parmi nous Philippe Cavelius. Bonjour Philippe. Bonjour. Pilote de Dakar. Tu as combien de Dakar à ton actif? 7. 7 Dakar. C'est-à-dire, oui. 6 terminés et 1 pas terminé sur une suite casse moteur. D'accord, on va en reparler tout à l'heure. Avec nous également Michel Turcot, reporter MotoGP. Salut Michel. Salut David. On va parler de KTM en MotoGP. Donc, on commence par le off-road parce que KTM vient du off-road. Maintenant, évidemment, KTM est impliqué dans toutes sortes de compétitions. KTM brille aussi dans toutes sortes de compétitions en MXGP, évidemment en SX US avec Marvin Musquin, le pilote français qui fait vraiment une très très belle saison. Et puis au Dakar. KTM est invincible sur le Dakar ces dernières années. Qui peut les vaincre? Personne, je pense. Personne. Toi, tu es pilote KTM, Philippe. Oui, moi j'ai fait tous mes Dakar avec des motos KTM. Il me semble qu'ils sont invincibles parce qu'il faut reconnaître une organisation qui est remarquable. Déjà sur le Dakar, ils ont des managers qui sont remarquables. Et ils ont des motos abouties. C'est absolument stupéfiant ce qu'ils arrivent à faire et ce que nous on arrive à faire en tant que pilote amateur avec ce genre de machine. Et pourtant Yamaha pousse, Honda pousse, Yamaha, on a bien cru qu'ils allaient gagner cette année avec Van Beveren. Ouais, mais je pense que sincèrement ils ont un savoir-faire et une équipe qui est absolument remarquable, quoi. Donc ils ont beau pousser, ils ont beau investir beaucoup d'argent, mais il y a un savoir-faire, il y a une patte KTM, quoi. Alors nous, on a suivi Antoine Méo, on a fait un portrait d'Antoine Méo avec Éric Communier qui a été diffusé sur Motorsport TV. Antoine Méo en terre de conquête, il nous livrait les difficultés qu'il a eu à remonter sur sa moto. Antoine Méo, c'est un officiel KTM. Tu le côtoies, toi, Philippe ?
Alors je l'ai côtoyé l'année où j'ai cassé mon moteur parce qu'il était dans les stands, il était désolé pour moi, donc j'ai pu échanger un peu avec lui. Ensuite, cette année sur le Dakar, les étapes étaient tellement longues, on rentre tard, lui comme moi, bien sûr j'arrive 1h30 plus tard que lui, mais on n'a pas le temps d'échanger beaucoup, quoi. Et puis il y a tellement de monde sur le Dakar que non, cette année j'ai pas pu lui parler. Donc 6 Dakar terminés, c'est une vraie performance. C'est pas mal, oui. C'est pas mal, ouais. Moi, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi le Dakar? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de se lancer là-dedans? Est-ce que tu faisais du off-road avant? Est-ce que c'est une continuation logique par rapport à ce que tu faisais avant? Pourquoi? Oh, le Dakar, pourquoi est-ce qu'on fait... Alors oui, j'ai toujours fait du tout-terrain avec Patrick Henry, KTM ici. Ensuite, je me suis lancé en 1995 à faire le rallye de Tunisie. J'ai fait pas mal de rallyes, j'en ai fait 6-7 des manches championnats du monde de rallye, où je rentrais dans les 25, donc les pros devant, moi derrière. Et un jour, en 2008, au terme du rallye des Pharaons, je me suis dit, maintenant je vais aller faire le Dakar. Donc j'ai fait le Dakar en 2010. Alors pourquoi? Pourquoi on fait le Dakar? Et il y a beaucoup de choses à dire. C'est un peu une finalité quand on fait du off-road, bien entendu. Mais là-dedans, l'amour de la mécanique, avoir la chance d'être sur une moto d'usine, enfin une réplique d'usine, la découverte de paysages somptueux, c'est extraordinaire. On découvre des paysages, on traverse des dunes, on traverse des choses qu'on ne pourrait pas faire s'il n'y avait pas cette organisation du Dakar, d'AISO. Ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est que tu es parmi nous, Philippe, alors que tu viens de te faire détecter une fracture lombaire. Oui. Ouais, oui, je sors d'un scanner où on a détecté effectivement une fracture de L3 après une bête chute à ski, en ski de randonnée. Où je suis tombé de 2,50 m de haut à plat d'eau. Merci d'être parmi nous. En tout cas, on voit que les pilotes du Dakar sont durs au mal. C'est un peu ce qui caractérise les pilotes du Dakar. Ça caractérise aussi, Michel, les pilotes de MotoGP. Un certain Paul Espargaro serre les dents en ce moment en MotoGP au guidon d'une KTM. Ouais, il s'est fait un petit peu le même genre de blessure en chutant lors de la première séance d'essai de l'année à Sepang. Donc il a fait une grosse chute, on a détecté une hernie, on a dû l'opérer et ça a malheureusement pas mal contrarié son programme de test de cet hiver puisqu'il n'a pas pu rouler en Thaïlande. Il a repris le guidon au Qatar là, pour la dernière séance, mais en étant diminué et bien évidemment il n'a pas pu faire tout ce qui était prévu au programme de cette moto qui reste en plein développement puisqu'elle est là depuis seulement 1 an. Ouais, alors Gilles nous a dit que l'arrivée fracassante, on peut en parler, de Tech 3 chez KTM allait faire beaucoup de bien à la marque Orange. En tout cas, elle va faire beaucoup parler de KTM en France. Je pense que tous les concessionnaires vont s'en réjouir. C'est vrai que c'est vraiment la nouvelle. Même si on imaginait que Tech 3 pouvait quitter Yamaha parce qu'on sentait que les relations étaient de plus en plus difficiles. Le manque de reconnaissance pesait à Hervé Poncharal. Mais bon, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que, en tout cas, ça soit annoncé aussitôt par Stéphane Pireur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce deal? Pourquoi Hervé Poncharal, le patron de Tech 3 qui brille avec Johan Zarco, prend le risque de partir chez un constructeur qui, tu le disais, est arrivé seulement il y a 1 an en MotoGP? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce deal? Alors, ce qu'Hervé a dit, c'est qu'il avait eu une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Alors, au-delà des difficultés relationnelles qu'il entretenait avec Yamaha depuis quelques temps, on peut imaginer qu'il a eu l'assurance, donc c'est un deal de 3 ans, on peut imaginer qu'il a l'assurance, et a priori c'est le cas, de disposer d'un matériel identique à celui de l'équipe officielle, ce qui n'était pas le cas chez Yamaha et ce qui commençait à l'agacer sérieusement. On peut aussi penser qu'il y a du Moto 2. On sait que Tech 3 c'est aussi une équipe Moto 2 qui jusqu'à présent s'est évertuée à fabriquer son châssis. Mais bon, Hervé déplorait aussi le fait que avoir son propre châssis, c'était difficile de convaincre un top pilote Moto 2 de venir chez lui. Est-ce que tu penses, Michel, par rapport à ce que tu sais et du nombre d'années que tu suis le MotoGP, s'il n'y avait pas eu Johan Zarco l'an dernier, qui est un peu l'élément déclencheur du mal-être un petit peu de cette tension entre Yamaha et Hervé, s'il n'y avait pas eu la saison de Johan, est-ce que tu penses qu'Hervé serait resté quand même chez Yamaha ?
C'est difficile à dire. Alors oui, peut-être qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu ce sentiment de ne pas être supporté par l'usine, alors qu'on a un pilote avec lequel on peut peut-être gagner, peut-être que les choses auraient été différentes. Peut-être aussi que les performances de Zarco ont mis aussi, encore une fois, en lumière le niveau de l'équipe Tech 3, parce que bon, on reconnaît aujourd'hui Zarco, mais il y a aussi derrière le talent de toute une équipe, et notamment on passe à Guy Coulon, son immense expérience. On peut imaginer aussi que KTM se soit dit, puis bon, les gens qui sont chez KTM sur le terrain, Mike Leitner par exemple, qui vient de chez Honda, ils se connaissent, tout le monde se connaît dans le paddock de MotoGP. Et en plus, Zarco, Johan Zarco, est-ce qu'il peut s'accommoder d'une KTM ? Alors, avant d'imaginer que Zarco puisse s'accommoder d'une KTM, on peut aussi penser que Johan va avoir d'autres propositions. Ce qu'il a fait cet hiver, encore une fois exceptionnel, il est plus performant que les deux officiels Yamaha, avec une moto qui est quand même, on va pas dire surannée, mais enfin il roule quand même avec un moteur 2016. Donc... je pense que Honda s'intéresse déjà à lui, ça on le sait. Alberto Pucci a contacté Laurent Felon. David Brivio dit que Suzuki, ça pourrait être une option, même s'il y a eu un petit différend avec cette affaire de contrat qui a été avortée. Pourquoi pas Ducati s'intéresser à Zarco si d'aventure Lorenzo n'arrivait pas à gagner avec la Desmo Sedici cette année. Donc avant d'imaginer Zarco sur une KTM, même si Stéphane Pirer a déjà déclaré que c'était un pilote qui l'intéressait, voilà. On peut imaginer que pour du court terme, cette moto ne sera pas candidate au titre. Donc si Zarco a une offre de Honda ou voire même de Suzuki, on ne va pas parler de Yamaha puisqu'on sait que Vinales a rempilé et que Rossi s'apprête à le faire. Donc on peut imaginer qu'une place, si jamais il avait une opportunité pour rouler aux côtés de Marquez au HRC, on imagine que la priorité irait là. On va suivre ça, bien sûr, dans Sans Concession. Merci messieurs. On passe à la rubrique Web Atelier avec Didier Daléo. Bonsoir Sans Concession. Aujourd'hui, on va vous parler garde d'embrayage. Les leviers qui sont un peu durs, forcément qu'il va falloir lubrifier, et puis le réglage du câble. On vous fait voir tout de suite. Vous avez une vis qui est fendue sur laquelle on va pouvoir mettre un peu de lubrifiant. Forcément, il ne faut pas que la vis de réglage soit trop sortie. Autrement, on va se retrouver avec la cocotte qui va être abîmée et la vis de réglage également. Okay ? Là, on a quand même un peu trop de jeu. Donc, ce qui fait qu'au niveau du levier, on a beaucoup trop de garde. On vous fait voir la garde au levier. Un levier qui est bien lubrifié, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est qu'ici, on devrait avoir 1 mm à 1,5 mm. Là, on a beaucoup trop. Donc en fait, pour réduire ce jeu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécarter la vis. Sauf que là, on a la vis qui est beaucoup trop sortie. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'a pas assez de filetage qui est dedans. Alors du coup, on va pouvoir, avec le réglage qui est ici au niveau du câble, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rallonger le câble pour pouvoir en fait avoir un jeu correct au niveau du câble et au niveau de la pète d'embrayage. Donc là, on se retrouve forcément avec de la garde. La garde, ça sert à ce que l'embrayage soit totalement relâché. Donc maintenant qu'on a récupéré un peu de jeu en bas, on se retrouve avec beaucoup moins de garde ici. Et on se retrouve du coup avec le bec ici où il nous faut notre millimètre. On peut pouvoir le régler et on n'a pas la vis qui est prête à sortir et à tomber. Donc David, tu l'as compris, il faut forcément entretenir tes motos et forcément ton câble d'embrayage, il faut faire aussi un peu de lubrification, une bonne tension. On n'attend pas d'aller voir son garagiste tous les 5000 ou 6000 km pour faire ça, parce que c'est un agrément de conduite d'avoir un bon levier d'embrayage. Et puis voilà. C'est maintenant le grand débat que vous attendez tous sur l'état des routes. Ça fait un moment qu'on en parle dans Sans Concession. On vous a demandé des vidéos, vous nous en avez envoyé, vous nous avez envoyé beaucoup de réactions sur le sondage. On accueille sur le plateau Samuel Goldschmidt. Salut Samuel. Bonjour. On a été ensemble sur les bancs de l'école de journalisme, Samuel. Et toi, aujourd'hui, tu es reporter à RTL Grand Est, ici. Ça couvre quoi ? Alors, ça couvre une zone qui est à la taille de la Belgique. J'ai le Grand Est, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne.
RTL ne fournit pas de moto de fonction encore. Non, mais il y a des très belles motos techniques à Paris. Il y a deux, on est toujours fidèle à BMW qui est assez large pour supporter tout le matériel technique au-dessus. Donc les motos RTL tournent beaucoup, notamment sur le Tour de France, vous pouvez les voir. On va parler de l'état des routes, évidemment. On va d'abord regarder le sondage que nous a concocté Jérôme Pat. Il nous livre ses conclusions sur ce sondage auquel vous avez été très nombreux à répondre. Vous avez été près de 450 à exprimer votre mécontentement sur l'état des routes, car, il faut le dire, votre constat est accablant. Vous êtes 9 sur 10 à considérer que vous vous sentez en danger sur les routes françaises. La même proportion d'entre vous pense que l'état des routes se détériore. Les plus gros dangers que vous recensez, pour plus de 85% d'entre vous, sont évidemment les trous dans la chaussée, les gravillons et les glissières non adaptées. Vous pensez que les délégations de l'État à des sociétés privées pour les autoroutes ou aux collectivités locales pour les nationales est une mauvaise chose. Nous avons demandé de noter le réseau routier et force est de constater que les notes sont médiocres, voire mauvaises. Seules les autoroutes obtiennent une note honorable avec une moyenne de 3,6 sur 5. Mais plus on rentre dans le réseau secondaire et plus les notes chutent. Ainsi, les notes enregistrées pour les routes nationales sont de 2,7. Quant aux départementales et aux artères en agglomération, c'est une catastrophe, avec des moyennes respectives de 2,1 et de 2,0 sur 5. Enfin, les périphériques des grandes villes, avec une note de 2,8, sont mieux perçus que le périphérique parisien qui obtient tout juste la moyenne avec 2,5. Merci Jérôme pour ces informations très intéressantes. Donc globalement, une insatisfaction sur l'état de nos routes. Gilles, est-ce que cette insatisfaction, tu la retrouves chez tes clients ? Eh bien David, tu sais bien que les KTM, elles passent partout. Donc non, plus sérieusement, on n'a pas eu de cas de chute issus d'une dégradation de route trop importante. Moi-même, je pratique 30-35 000 km à moto par an. Oui. Et en tout cas, en Lorraine, en Moselle, j'ai pas l'impression que les routes soient si dégradées que ça. Mon terrain de jeu favori, c'est d'aller vers les Vosges. Ouais. Et on prend un pied pas possible et les routes sont tout à fait bien. Il faut des fois un peu éviter, je dirais, la sortie de l'hiver, car on a pas mal de gravillons, parce que les routes ont été dégradées par le gel, par la neige. Mais dès que le printemps arrive et que ces gravillons sont plus sur la route, c'est un pied pas possible. Samuel, on étend à la région Grand Est. Est-ce que le constat vaut pour toute la région ? Je vais être dans la même ligne que Gilles. Je trouve qu'il y a quand même de très belles routes dans tout le Grand Est. Il a parlé de la sortie de l'hiver. Paradoxalement, moi, je me méfie beaucoup sur les grands axes. La RN4, elle est très connue de tous les gens du Grand Est. Ça peut littéralement être une catastrophe à la sortie de l'hiver, surtout au niveau des marquages blancs qui sont complètement décalaminés. Il y a beaucoup de camions qui passent. Et là, vraiment, à moto, ça devient vraiment risqué. La N4, je pense aussi à des tronçons en ville. Alors là, mention spéciale pour moi, c'est l'avenue de la Libération qui descend à Nancy, qui est quand même, je pense, l'avenue la plus fréquentée pour entrer dans la ville. Ouais. Je l'ai parcourue pendant des mois. Elle est restée avec des anciennes excavations. Le goudronnage avait été mal refait avec du rainurage, des traces. Enfin, je me suis fait souvent peur sur cette avenue-là. Donc là, on est vraiment en ville. Alors oui, l'état des routes, effectivement, les responsabilités de l'état des routes sont diverses. C'est-à-dire qu'il y a une délégation aux communes pour leur route. Est-ce que c'est une explication, Eric, à ça ? C'est effectivement la délocalisation des responsabilités. Et c'est vrai qu'on arrive des fois à des résultats un peu surprenants. C'est-à-dire que si vous avez un petit village qui est traversé par une départementale, bien la charge de l'entretien de cette départementale revient au département et non pas à la commune. En revanche, la commune va être, elle, responsable de son réseau propre. Et c'est là où on peut avoir des différenciations et surtout des temps de réaction qui sont vraiment très différents. On peut avoir une réaction du département dans la semaine qui suit un gros problème, comme sur des avenues ou sur des rues de la commune. Ça peut durer des années sans qu'on ait une quelconque modification et surtout une amélioration. Moi, ce que je retiens surtout, c'est ce que vient de dire Samuel, c'est que c'est quand même assez paradoxal. C'est une région
le Grand Est qui est quand même au niveau climat qui est quand même assez exposé. On a des variations, on a des amplitudes de température qui sont quand même marquées et vos commentaires sont quand même assez, non pas surprenants, mais intéressants parce qu'on pourrait se dire que c'est justement chez vous ou en montagne où on peut s'attendre à avoir un réseau routier plutôt abîmé et finalement c'est pas le cas. Alors là, on a des réactions des internautes. À la suite de notre sondage, on a demandé de commenter et on a notamment un peu partout en France. Alors dans l'Est, on a TK Marmotte qui nous fait un commentaire pour nous dire que les routes sont en mauvais état, routes, autoroutes, souvent réparées avec des rustines, mais les trous se reforment chaque année. Bon. Voilà. Moi, sur 4 voies et autoroute, je pense qu'il a raison. Il y a beaucoup d'endroits qui sont assez difficiles. Alors, on a Jacques Webb sur les Alpes-Maritimes. C'est une catastrophe. Les dos d'âne sont de plus en plus hauts. À se demander s'il existe une réglementation ou si c'est une compétition. Il existe une réglementation sur les dos d'âne. Il y a une longueur qui est spécifiée, il y a une hauteur et normalement il y a une pente à respecter sur l'entrée et la sortie du dos d'âne. Donc logiquement, oui, il y a une réglementation, mais encore une fois, c'est à l'application et c'est à l'appréciation des communes. On a Emmanuel de Lyon qui nous dit que c'est une catastrophe, même les ex-N6 sont abîmés, axe Paris-Lyon et Orléans 3, sans compter les ronds-points ravagés dans les Yvelines. Alors on reparlera de la région parisienne, mais surtout plusieurs témoignages sur le Tarn. Catastrophique, le mot revient souvent, lamentable pour Joseph, catastrophique pour Thomas. À Toulouse et ses environs, c'est pareil, nous dit Toto le bipède motorisé. Et voilà, les nids de poules sont vraiment mis en cause par nos internautes, mais également les gravillons, nous dit Quentin. Jean-Claude nous parle encore une fois des dos d'âne. C'est vraiment les difficultés qui reviennent, Eric. Oui, parce que comme on le disait avec Samuel ou Gilles, les gravillons, en fait, c'est la solution de facilité. C'est l'emplâtre sur la jambe de bois. C'est-à-dire qu'il y a un trou, on jette un peu de meubles blancs, on met des gravillons avec un enrobé et ça fait l'affaire. Sauf que ça fait l'affaire durant, en fonction de la météo, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais à terme, le trou se reforme et s'amplifie parce que et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le fait d'avoir des gravillons sur la route, c'est compliqué, c'est dangereux pour la moto parce qu'il y a perte d'adhérence, mais c'est aussi dangereux pour les autres utilisateurs parce qu'une moto qui passe sur du gravier, le gravier il est projeté et quand vous êtes derrière avec une voiture et que vous prenez des graviers dans les pare-brises, c'est une catastrophe aussi. Ça, c'est aussi une autre conséquence. C'est pas une conséquence directe sur la sécurité, mais pour les usagers, c'est vraiment lamentable aussi. Vraiment une dégradation pointée par les sénateurs lors de l'audition d'Emmanuel Barbe sur les 80 km/h. Les sénateurs ont un petit peu mis en difficulté le délégué interministériel à la sécurité routière en mettant en cause l'affectation de l'argent des radars. Une manne incroyable, c'est plus d'1 milliard d'euros, pardon. Oui, après, voilà, c'est une question de volonté. Et encore une fois, je pense que on revient à la décentralisation des pouvoirs et des responsabilités. Et aujourd'hui, il y a certains départements, certaines communes n'ont pas les moyens forcément de tout le temps remettre en état le réseau. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le bât blesse. Alors après la crise de 2008, moi j'ai vécu des mois sur la N4, toujours elle, entre Lunéville et Sarrebourg vers l'Alsace. Un des côtés s'était complètement dégradé à l'issue de l'hiver. On avait carrément condamné la voie lente et puis au bout de 2 mois, on a carrément condamné tout un côté avec un basculement de la circulation à 2 sens sur l'autre côté de la 4 voies et c'est resté comme ça dans mon souvenir 6 mois. Ça a été refait depuis, mais c'était même en voiture, c'était dangereux, avec des projections, des trous pas possibles, puisqu'évidemment, le côté où on a reporté tout le trafic, c'est lui aussi à son tour dégradé. Mais ça a duré 6 mois. Pour moi, c'était typiquement un manque de fond. On n'avait pas trouvé celui qui allait signer le chèque, pourtant pour une route extrêmement fréquentée. D'accord, alors il existe une application, Eric, pour signaler un mauvais état des routes qui est directement transmise aux préfectures. Oui, c'est l'association 40 millions d'automobilistes qui est très active sur tout ce qui concerne évidemment la sécurité routière au sens large du terme et qui a mis une application en place depuis le début de l'année, il me semble, et c'est J'ai mal à ma route. Et les intervenants signalent justement les points noirs du réseau routier et ça remonte directement aux instances. Donc
voilà, c'est une initiative qu'il faut encourager. Nous, on l'a fait aussi via Sans Concession. Il y a du travail. Maintenant, nous, ce qu'on fait à faire remonter ces informations, maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les reçoive et surtout qui les incorpore et qui déclenche des réactions. Parce qu'on a beau signaler, au bout d'un moment, à force de crier au loup, on n'y fait plus attention, quoi. Ouais, mais alors on a également des témoignages, mais aussi on a des vidéos, une très sympa qu'on vous montre tout de suite, où dans un pays d'Amérique latine, on rebouche les trous dans la chaussée avec des pots de fleurs, voilà, avec des fleurs sur les routes pour signaler les endroits où il y a des nids de poules. Une vidéo plutôt sympathique, et puis une vidéo qui fait froid dans le dos. Alors, à quoi attribuer la chute de ce motard en Z1000 ? Est-ce que c'est un wheeling mal réceptionné, comme certains le pensent, ou est-ce que c'est la conséquence des routes rainurées qui, on le sait, quand on roule en moto, les routes rainurées, surtout par temps de pluie, bon là c'est pas en temps de pluie, mais ça peut être une catastrophe. Ce motard passe sous un camion, sans dommage. C'est complètement hallucinant, il a tiré une carte chance. Bon, ça se termine bien, c'est pour ça qu'on vous montre cette vidéo. On n'est pas particulièrement amateur, pas du tout même, des vidéos gore ou buzz ou d'accident. Mais en tout cas, cette vidéo vous a fait réagir. L'état des routes, les routes rainurées en Ile-de-France, il y en a qui mènent à l'aéroport Charles de Gaulle, mais il y en a un peu partout encore. J'ai eu ça, ouais. Vous roulez tranquillement à 120 sur votre petite 4 voies et blam, d'un coup, un gros tronçon de travaux. Et là, on fait attention. On freine pas trop. Le rainurage ou même tout ce qui est rustine, comme le disait Samuel il y a quelques instants, dans le sens de la circulation en fait. C'est ça qui pose problème parce que ces rustines en fait, elles influent sur la tenue de route de la moto. Alors l'hiver, c'est glissant parce qu'il n'y a pas d'adhérence et l'été, comme ce sont des rustines qui travaillent avec la météo, ça devient du caoutchouc mou et c'est là aussi où on perd de l'adhérence pour les utilisateurs de deux roues, ça représente un vrai danger. Et je pense que ça n'a absolument pas été pris en compte, je pense. On compte sur vous pour nous envoyer encore et toujours des témoignages. Gilles, merci pour l'accueil que tu nous as réservé ici chez KTM. On aura d'autres occasions de se retrouver chez toi, chez SEH. Oui David, c'est un plaisir de vous recevoir. Les débats ou les discussions entre passionnés, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Merci Samuel également à toi d'être venu et bonne route à toi sur les routes du Grand Est. Merci Eric, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sans Concession. À très bientôt.